Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours portant sur l'essor urbain au Moyen-Âge. Autrement dit, l'évolution des villes, puisque urbain est le terme qui se rapporte à la ville en opposition à rural, les campagnes. En effet, dans la séquence précédente, nous avons vu que la majorité de la population appartient à l'ordre donc de ceux qui travaillent, des paysans. Mais à partir de l'an 1000, il est indéniable que grâce notamment aux évolutions dans le domaine agricole, comme l'assolement triennal, le fait donc de mettre en jachère non plus 1 an sur 2, mais 1 an sur 3, en jachère veut dire laisser se reposer la terre. La production agricole augmente dans les campagnes. Que va-t-on faire donc de ce surplus agricole? Eh bien, on va le vendre dans les villes. Donc à partir de l'an 1000 se développent les villes. Elles étaient déjà présentes depuis l'Antiquité, bien sûr, mais on les voit se multiplier et s'agrandir. Tout d'abord, nous allons voir donc comment s'organise une ville. Quels sont les bâtiments principaux que l'on peut retrouver dans une ville au Moyen-Âge. La ville se construit autour généralement d'une grande place. Les rues qui l'entourent sont étroites et sinueuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas droites, elles tournent. En effet, au Moyen-Âge, les habitants ne se sont jamais dit qu'il y aurait des voitures et qu'on aurait dû faire des rues droites. Si vous regardez les villes, par exemple, américaines, qui ont été créées donc au XIXe et au XXe siècle, en fait, en Amérique, la plupart des villes, prenez le plan de New York, toutes les avenues sont bien parallèles et à angle droit. Nos rues à nous, de nos villes médiévales, comme par exemple Bruxelles, vous prenez la grande place de Bruxelles, si vous regardez les rues qui sont aux alentours, aucune rue n'est droite. Ce sont des petites ruelles. D'ailleurs, la circulation en voiture y est presque impossible. Donc on retrouve des rues, bien sûr, on retrouve des maisons donc, qui sont collées les unes aux autres, avec ce qu'on appelle généralement un encorbellement, c'est-à-dire que le premier étage ressort de la façade et elles ont pignon sur rue. De plus, ces rues et ces maisons sont organisées en quartiers, souvent qui sont liés donc aux activités économiques, on le verra un peu plus tard. Un autre bâtiment essentiel qu'on retrouve dans les villes au Moyen-Âge est ce qu'on appelle un beffroi. Donc le beffroi est une grande tour qui permet d'alerter en cas d'attaque ou d'incendie. Comme je l'ai expliqué, les maisons étant collées et en colombage, quand l'une prend feu, c'est généralement tout le quartier qui prend feu. Le beffroi donc était une tour qui servait à prévenir des incendies et des attaques. Il ne s'agit pas du tout d'un bâtiment religieux. Souvent, les élèves s'imaginent que cette grande tour a une fonction religieuse. Dans les villes, au Moyen-Âge, se développe le commerce, qui va s'organiser de 2 façons principalement. D'une part, la production locale, donc, qui attire la clientèle de la ville, s'organise sous forme de marchés, un peu comme on l'a aujourd'hui. Ces marchés ont lieu soit sur les places publiques, soit dans des halles, donc ce sont des bâtiments couverts qui abritent les marchés. Mais il existe aussi une autre forme d'activité économique, les foires, qui ont lieu 1 à 2 fois par an et qui attirent une clientèle beaucoup plus lointaine. En effet, des commerçants peuvent venir jusque du nord de l'Europe, en France ou en Italie, pour assister à ces foires. Donc, dans les villes au Moyen-Âge, on a des artisans. Donc les artisans sont ceux qui travaillent de leurs mains, et on retrouve aussi des commerçants. Ces artisans et ces commerçants vont participer à l'activité économique de la ville, vont l'enrichir et vont créer une nouvelle classe sociale. Rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait 3 ordres. Ceux qui combattent, la noblesse, ceux qui prient, le clergé, et ceux qui travaillent, les paysans. Les artisans et les commerçants se distinguent des paysans. Ils arrivent à s'enrichir et participent à la vie de la ville et à son évolution. Il crée une nouvelle classe qu'on appelle la bourgeoisie.
Attention, aujourd'hui, le terme bourgeois a une connotation liée à la richesse, ce qui est moins le cas au Moyen-Âge. Ces commerçants et ces artisans vont s'organiser en corporations ou en guildes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se regrouper et la corporation va déterminer, va fixer les règles, les prix, les salaires, la durée du travail, le nombre d'apprentis qu'on peut avoir. Deux éléments qui permettent de mettre en évidence ce développement du commerce, donc dans la deuxième partie du Moyen-Âge, c'est par exemple la monnaie. La monnaie existe depuis l'Antiquité, bien sûr, mais là où la monnaie avant était en or, en fait, il va y avoir tellement de production et tellement de commerce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des pièces en or. C'est bien trop cher. Donc, on va frapper de la monnaie avec de l'argent. De même qu'on voit apparaître des banques. En effet, lorsque certains commerçants venaient du Nord pour faire des échanges économiques lors de foires et qu'ils rentraient chez eux après, la route, au Moyen-Âge, pouvait être dangereux. On pouvait y retrouver des brigands. Donc, on va développer des banques. Donc, en fait, les commerçants vont pouvoir déposer leur argent donc, dans la ville où a lieu la foire. Ils reçoivent en échange un papier. Et lorsqu'ils retournent dans le Nord, dans une grande ville, il y a une autre institution qui va réceptionner le papier et restituer la somme d'argent. C'est vraiment l'ancêtre de nos banques. Alors, cette nouvelle classe sociale qu'on appelle la bourgeoisie, et qui participe donc à l'évolution des villes, elle est soumise au pouvoir du seigneur. Et ça ne va pas lui plaire. Donc, elles vont s'organiser, ces villes vont s'organiser en communes, et vont établir des chartes urbaines, parfois par la force, parfois par des accords avec le seigneur. Ces villes, ces bourgs, vont s'organiser en communes et vont établir des chartes urbaines. La charte urbaine est un document qui va lier le seigneur et les bourgeois et va établir les droits et les obligations de chacun. Ces chartes urbaines sont parfois créées par la force, sont parfois créées par des accords entre les bourgeois et les seigneurs. Pour symboliser le pouvoir des bourgeois, un nouveau bâtiment est créé dans les villes, l'hôtel de ville. Ce bâtiment existe toujours aujourd'hui et accueille l'administration de la ville. Il est bien le symbole donc, du pouvoir de la bourgeoisie. Alors, dans les villes, on voit aussi apparaître un nouveau bâtiment, les universités. Rappelez-vous, dans le cours précédent, je vous avais expliqué que l'enseignement au Moyen-Âge est dispensé par les religieux, par le clergé. Donc, ces universités sont bien sûr des universités religieuses. Ce qui m'amène à mon point suivant, les églises. Dans la première partie du Moyen-Âge, en fait, on va construire des églises, puisque toute la société est chrétienne, de style roman. C'est-à-dire que ces églises sont petites, peu d'ouverture et peu de détails. Dans la seconde partie du Moyen-Âge, un nouveau style apparaît, même dans le dernier tiers du Moyen-Âge, c'est l'art gothique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. L'art gothique, grâce à l'arc de voûte, va permettre de construire des bâtiments beaucoup plus grands, avec beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus de détails. Le meilleur exemple est bien sûr Notre-Dame de Paris, qui est donc une cathédrale gothique. Enfin, les villes, et les campagnes bien sûr, subissent des fléaux au Moyen-Âge. Il y a donc 3 grands fléaux qui vont donc traverser le Moyen-Âge. D'une part, la peste noire, donc qui est une maladie qui va faire des ravages et qui va tuer, un tiers de la population européenne, 1 personne sur 3. C'est énorme. C'est notamment lié au fait que, dans les villes, nous n'avons que très peu d'hygiène. En effet, la promiscuité et le fait qu'il n'y ait pas d'égout engendrent des conditions sanitaires déplorables. Enfin, il existe aussi la famine. Donc la famine, c'est-à-dire que
En raison de conditions climatiques défavorables pendant plusieurs années, les récoltes vont être moins bonnes, on va avoir moins de nourriture et ça va engendrer des famines ou des disettes. Et alors, comme nous l'avons vu au dernier cours, il y a les guerres et les révoltes qui font beaucoup de morts. Avant de terminer, je voudrais avec vous déconstruire quelques clichés qu'on a souvent sur le Moyen-Âge. Le premier cliché que nous avons souvent sur le Moyen-Âge est que les gens étaient sales. Certes, nous venons de le voir, il y avait des problèmes d'hygiène, notamment dans les villes. Néanmoins, les gens du Moyen-Âge avaient hérité, la société du Moyen-Âge avait hérité de l'hygiène et des termes romains présents durant l'Antiquité. Les gens se lavaient jusqu'à 2 à 3 fois par semaine et avaient une autre conception. Par exemple, ils utilisaient le parfum, pensant que ça allait désinfecter. Un autre cliché qu'on a souvent du Moyen-Âge, c'est qu'il y a peu d'avancées scientifiques durant cette période. Ce n'est pas entièrement vrai. Il y a eu des avancées scientifiques durant le Moyen-Âge, mais les avancées scientifiques ont été tellement importantes durant l'Antiquité, et en comparaison du monde musulman à la même époque, souvent, nous pensons qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a aucune avancée. Or, dans le domaine agricole, par exemple, nous avons vu l'apparition des moulins, de l'utilisation de la force hydraulique, de la charrue. Dans le domaine de la médecine, nous avons eu des traités très importants. Le Moyen-Âge voit apparaître aussi l'horlogerie, et notamment aussi la circulation des idées entre les pays. Le troisième cliché que souvent les élèves ont du Moyen-Âge, c'est que les paysans ne mangeaient pas à leur faim. Il est vrai que souvent, les historiens ont présenté de nombreuses famines. Certes, les famines ont été présentes au Moyen-Âge, mais il y a aussi eu des disettes, donc c'est-à-dire un manque de nourriture, mais n'entraînant pas forcément la mort de personnes. Il fallait se rationner. Et on confond souvent disette et famine. Enfin, on présente souvent la femme au Moyen-Âge comme la femme qui attend son mari à la maison, qui ne travaille pas et qui est un peu un objet. C'est faux. La femme travaille aux tâches agricoles dans les champs, elle travaille dans les ateliers et elle peut très bien, à la mort de son mari, diriger des commerces lucratifs. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, la femme a 3 statuts. Celle de vierge, celle de femme et celle de veuve. Toutes les femmes ne correspondant pas à un de ces statuts étaient marginalisées. Enfin, on présente souvent le début du Moyen-Âge avec les invasions barbares, donc ces peuples barbares qui auraient mis à feu et à sang l'Europe. Je tiens à préciser qu'à la fin du monde romain, l'Empire romain va intégrer dans sa population différents peuples barbares, tels que les Francs, les Wisigoths, les Ostrogoths, et cette intégration va se faire de façon pacifique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à la prochaine fois.